Prenons un scénario familier. Mettons qu'une personne se réveille avec une nausée terrible, le teint complètement brouillé et une douleur super sourde sur le côté droit. Ouais, la fameuse crise de foie. C'est ça. Et la réaction logique, presque instinctive pour n'importe qui, ce serait de blâmer la raclette de la veille. Ou les excès de chocolat, ou le verre de vin trop. Exactement. Mais l'approche qu'on va explorer aujourd'hui, elle pose une question complètement contre-intuitive. Et si cette crise de foie, en fait, elle n'avait absolument rien à voir avec le repas de la veille? C'est une question provocatrice. Grave. Et si c'était le résultat direct de, d'une remarque hyper acerbe d'un collègue, entendue il y a 3 jours, et à laquelle on n'a pas osé répondre? Ben, c'est une excellente entrée en matière. Ça pose tout de suite le cadre de notre analyse. Parce que l'exploration d'aujourd'hui s'appuie sur un document assez singulier intitulé Foie avec problème dû, entre parenthèses. Un titre très clinique, au final. Oui, mais c'est un texte qui propose une lecture véritablement non conventionnelle de la santé humaine. En fait, les sources croisent la biologie pure, donc l'anatomie classique, avec une approche profondément psychosomatique. Voire métaphysique, franchement. Absolument. La mission de cette exploration, c'est de déchiffrer comment ce plus gros organe interne de notre corps pourrait être bien plus qu'une simple usine chimique. Ouais. Ce serait plutôt un miroir de nos émotions refoulées, de nos peurs et de notre capacité d'adaptation au monde. Et je suis hyper enthousiaste de plonger là-dedans, parce que ce mélange des genres entre biologie et spiritualité, c'est fascinant. Après, pour être clair d'emblée, il ne s'agit pas du tout de jeter la médecine par la fenêtre. Ah non, surtout pas. On ne va pas remplacer un traitement par cette lecture. C'est plutôt une exploration intellectuelle. Mais bon, faire un pont direct entre un organe physique et une émotion, c'est un saut conceptuel énorme. Moi, la façon dont je le visualise, c'est d'imaginer le foie comme le grand chef de projet du corps humain. J'aime bien cette image. Tu vois, le gars qui coordonne absolument tout en coulisses. Et la vraie question, c'est de savoir ce qui se passe quand ce chef de projet fait un énorme burn-out. C'est exactement ça. Et pour comprendre la défaillance d'un système aussi complexe, il faut examiner à la fois la mécanique physique et les commandes invisibles qui la pilotent, donc nos émotions. Bon, décortiquons tout ça. Concrètement, dans cette immense usine qu'est le corps humain, que fait ce fameux chef de projet? Les sources sont assez précises là-dessus. Très précise, oui. Le foie, c'est la glande la plus volumineuse de notre organisme. Et ses fonctions sont parmi les plus complexes. Déjà, il déverse la bile dans l'intestin pour rendre la digestion possible. Ouais, la base. Et il y a aussi tout ce qui est métabolisme, non? En fait, il gère en continu les glucides, donc nos réserves de sucre, les lipides pour les graisses, et les protides, nos protéines. C'est un boulot de titan. Sans oublier son rôle dans la coagulation sanguine. Et évidemment, sa fonction la plus célèbre. La fonction antitoxique. Voilà. C'est la grande station d'épuration qui filtre tous les poisons. Et le document liste les symptômes physiques très concrets quand cette station déraille. On parle d'abcès, de cirrhose, d'hépatite virale, de jaunisse ou ictère. Les tumeurs aussi, je crois. Oui, et la formation de calculs biliaires. Tu sais, ces fameuses pierres qui bloquent le système de façon hyper douloureuse. Et c'est là que le texte pose une hypothèse radicale. Si ce chef de projet tombe en panne avec tous ces symptômes, quelle est la vraie cause? Le texte nous dit de regarder du côté de ce qui n'a pas été digéré, au sens figuré. Ce qui est fascinant ici, c'est que la métaphore est presque littérale dans le texte. Une fonction hépatique dérangée, c'est le signe direct d'une difficulté d'ajustement aux événements de la vie. Mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable là. On sait tous que le foie filtre les toxines physiques, l'alcool, les excès de gras, c'est visible au microscope. Bien sûr. Mais là, on nous suggère qu'il filtre aussi les toxines émotionnelles. C'est un sacré bond en avant de dire qu'une frustration face à un patron peut encrasser le foie comme un litre d'alcool, non? Vu sur cet angle, ça paraît fou. Mais la logique des sources repose sur le rôle d'assimilation du foie. Physiologiquement, il trie l'utile et neutralise le toxique. D'accord. Et psychologiquement, face à un événement, on est censé faire pareil. On analyse, on en tire une leçon et on rejette l'amertume. Ah, je vois. Si on bloque cet ajustement, si on garde le ressentiment au lieu de l'évacuer, le corps imite l'esprit. Exactement. Le grand spécialiste du tri dans notre corps se met en grève. Et ça nous amène d'ailleurs à une expression populaire que la source utilise et qui est parfaite. Se faire de la bile. Voilà. Quand quelqu'un s'angoisse trop, on lui dit de ne pas se faire de bile. C'est pas un hasard. On utilise ça tous les jours sans y penser. Et le texte dit que se faire de la bile, c'est littéralement s'inquiéter de son environnement au lieu de s'y ajuster, au lieu de digérer la situation.
C'est une volonté de tout contrôler en fait. Et ça vient d'une peur viscérale des conséquences ou de la peur de manquer de quelque chose. Le message d'alerte du corps à ce moment-là, selon le document, c'est aime-toi. C'est puissant, ça. Mais alors, quelles sont les émotions qui ressortent de tout ça? Parce qu'on pense tout de suite à l'angoisse, mais le texte parle surtout de la colère. Et d'une colère un peu spéciale. Oui, on n'est pas du tout sur la colère théâtrale du gars qui hurle dans les bouchons. Le gars qui casse des assiettes, quoi. C'est ça. Ici, on parle du foie comme du foyer métaphysique de la colère refoulée. C'est lié à une attitude déprimée inconsciente. Une colère silencieuse. Totalement silencieuse. Ce sont des personnes qui se sentent sans défense face aux offenses. Elles sont en désaccord avec ceux qui perdent le contrôle. Ah ouais, elles détestent voir les autres exploser. Exactement. Du coup, elles masquent leurs propres émotions derrière beaucoup d'amertume et de tristesse. Elles affichent un grand sourire, mais à l'intérieur, c'est un bouillonnement de mécontentement. Elles font de la critique intérieure. Elles se plaignent sans rien dire, en espérant que l'autre va changer par magie. Et ça, c'est épuisant. J'ai une analogie en tête, tu vas me dire ce que t'en penses. Je t'écoute. C'est comme mettre un couvercle en fonte, ultra hermétique, sur une marmite d'eau bouillante. Et on fait ça parce qu'on a super peur de salir la gazinière immaculée. La fameuse apparence à préserver. C'est ça. On veut pas faire de vagues. Sauf que le feu est toujours allumé en dessous, donc la pression monte. Et au lieu de simplement déborder un petit peu, c'est toute la cuisinière qui explose à l'intérieur. C'est une image parfaite. Et ça donne la fameuse crise de foie à la place de la crise de nerfs, quoi. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour nos interactions quotidiennes? Si on relie cela à la vue d'ensemble du fonctionnement humain, on voit le paradoxe central de la source. La personne critique et juge les autres en silence, précisément parce qu'elle se sent vulnérable. Elle érige un mur mental. Oui, le foie a un rôle vital de coordination, on l'a vu, et ça, c'est le miroir du besoin de se coordonner avec sa propre vie. Au lieu de s'ajuster, l'esprit se met à juger. Il veut absolument avoir raison. Il reste coincé dans la tête. C'est ça, on écoute trop ce qui se passe dans sa tête. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on oublie complètement de se mettre à la place de l'autre. On devient hyper susceptible, facilement offensé. Parce qu'on a cette fausse croyance qu'il faut tout retenir à l'intérieur, que montrer sa colère, c'est mal. Et c'est là que le remède mental proposé par le texte intervient. Il conseille simplement d'exprimer ses émotions au fur et à mesure pour réduire l'intensité des colères. C'est ici que ça devient véritablement intéressant, parce qu'il y a une contradiction dingue soulevée par les sources. D'un côté, on a ce mental qui passe son temps à croire qu'il doit tout contrôler pour se protéger. Et de l'autre, aucun. Le texte affirme que le corps possède déjà tout ce qu'il faut pour se défendre. On a un système immunitaire, on a des filtres naturels, le corps sait gérer les menaces. Et c'est notre mental, avec son obsession du contrôle, qui vient tout faire bugger. Cela soulève une question importante sur la diabolisation de la colère dans notre société. Ouais, on nous apprend à tout ravaler. Dès l'enfance, oui. Alors que le texte propose une approche presque homéopathique. Exprimer de petites colères libératrices, dire calmement quand on n'est pas d'accord, ça évite la destruction interne. En gros, le message mental à intégrer, c'est d'évaluer la situation avant de sauter aux conclusions. Et de faire confiance à son corps. Exactement. Mais du coup, puisqu'on est coincé dans ses peurs, comment on va à la racine du problème? Le texte propose un vrai message spirituel. On l'a évoqué, c'est le fameux « aime-toi ». Oui, s'aimer soi-même et surtout accepter ses peurs du moment. Le but n'est pas de nier la peur, mais d'identifier précisément quelle est la peur pour soi dans une situation donnée. Donc pas une angoisse vague. Plutôt, j'ai peur d'être humilié, j'ai peur de manquer d'argent, ce genre de trucs. Voilà. Et là, le document parle d'écouter son Dieu intérieur, sa sagesse profonde, pour accueillir cette peur et se rappeler que tout est temporaire. C'est une invitation à accepter ses limites du moment, non? De reconnaître sa propre valeur, même quand on est terrifié. C'est indispensable. On doit accepter ses peurs avant de pouvoir vraiment se diriger vers ce que l'on veut. Parce que, et c'est un point crucial de la source, la partie de nous qui a peur, elle est convaincue de bien faire. Elle veut nous protéger. Active dans sa tête. Un garde du corps un peu trop zélé, hein. Ouais, le gars voit des menaces partout, il verrouille tout. Plutôt que de se battre avec lui et de le détester, le texte nous dit d'aller le voir, de le remercier chaleureusement pour son zèle, de lui taper sur l'épaule et de lui dire qu'il peut prendre sa pause café. C'est une très belle façon de le formuler. Et c'est profond, car la validation des émotions est la seule façon d'avancer. Reconnaître l'intention positive de la peur, ça désarme tout le conflit intérieur qui rendait le foie malade. C'est un parcours complet, en fait. On est parti d'un blocage purement physiologique de la plus grosse glande du corps, et en passant par des rancœurs étouffées et des schémas mentaux rigides, on arrive à une véritable stratégie de réconciliation avec soi-même. C'est ça.
Le foie n'est vraiment pas qu'un filtre à sucre et à toxines. C'est, selon ce document, le grand baromètre de notre capacité à digérer la vie. À tolérer les autres aussi. Oui, et à accepter nos propres limites sans chercher à tout contrôler en permanence. En termes d'application pratique, sans vouloir donner de leçons, ça rappelle que face à l'envie de critiquer ou de retenir sa frustration, l'idéal serait d'introduire de la souplesse. S'ajuster plutôt que de juger et s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent au fur et à mesure. Ça allégerait considérablement notre physiologie. D'ailleurs, pour conclure, j'aimerais proposer une pensée un peu provocatrice. Vas-y, je suis preneur. La source mentionne que cette partie de nous qui a peur est persuadée de nous protéger. Mais si on pousse cette logique un peu plus loin, et si les symptômes physiques effrayants du foie, l'inflammation, les calculs biliaires, l'épuisement profond, n'étaient pas une défaillance? Tu veux dire pas un bug de la machine? Et si c'était en fait la toute dernière ligne de protection désespérée du corps? Ah, Une barrière physique ultime, créée spécifiquement pour forcer l'individu à s'arrêter, l'obliger à se reposer au fond d'un lit pour enfin affronter cette colère qu'il refusait obstinément de regarder en face. waouh. Ça donne vraiment une toute nouvelle dimension à la maladie. C'est plus juste un truc à combattre, c'est le signal de la dernière chance. C'est exactement ça. Un messager extrême mais dévoué.